Le rapport 2015 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est désormais entre les mains du chef de l'État. Une délégation de la SCLC lui a remis le dit rapport ce lundi, un rapport accablant dans lequel il ressort que plus de 31 milliards de francs CFA ont été détournés des caisses de l'État. Les résultats des élections municipales partielles et complémentaires tenues hier dimanche sont connus depuis ce lundi. Ces résultats provisoires donnent en tête le mouvement du peuple pour le progrès avec plus de la moitié des sièges remportés. Quant au taux de participation, il est de 57% selon la CENI qui déplore aussi quelques irrégularités. Dans l'actualité également, le gouvernement et les syndicats des agents du Trésor du Burkina sont parvenus à un accord. Cet accord intervient après de longues et âpres négociations. Il a été signé cet après-midi par les deux parties, mettant ainsi fin à plus d'un mois de grève au Trésor public. Et puis à l'étranger, la Corée du Nord a procédé ce lundi à un nouveau tir de missiles balistiques. Il s'agit du troisième en 3 semaines sur la péninsule et en violation des résolutions de l'ONU. Ce nouvel agissement de Pyongyang a provoqué une condamnation unanime de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, ce lundi, le chef de l'État a reçu une délégation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. La délégation est allée lui remettre le rapport 2015 de la SCE, d'où il ressort que plus de 31 milliards de francs CFA ont été détournés des caisses de l'État. Rochmar Christian Kabouré a par ailleurs reçu la représentante résidente de la Banque africaine de développement. Le point de ces audiences avec Pawadrogo Janzongo et Oumou Sissé. Le rapport 2015 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, remis au président du Faso. Ce rapport est la somme des audits et investigations menés par l'ASE, LCE et les inspections techniques de service. Il y a également la mise à nu des malversations qui ont été réalisées par les agents publics. Et à ce niveau, la somme des malversations s'élève à 31 milliards 144 millions. Parmi les structures auditées par l'ASE, LCE, figure la présidence du Faso. Vous ne pouvez pas être à la présidence du Faso et ne pas avoir une comptabilité matière en bonne et due forme. De la même façon, vous ne pouvez pas être à la présidence du Faso et faire travailler des prestataires sans contrat. Après la délégation de l'ASE, LCE, c'est au tour de la représentante résidente de la Banque africaine de développement d'être reçue par Rochmar Christian Kabouré. Admise à la retraite, elle vient faire ses adieux au président du Faso. La contribution de la BAD au PNDES est de 1,103 milliard de dollars. Et la banque sera toujours aux côtés du Burkina pour réussir le pari du développement. On reste au palais de Kosiam où le président du Faso a également échangé cet après-midi avec l'équipe du partenariat de Ouagadougou sur la planification familiale. L'audience avec le chef de l'État fait suite à la sortie de terrain que cette équipe a effectuée pour sensibiliser les parents et la société civile sur la planification familiale. L'équipe dirigée par Anne Seba, épouse du Premier ministre, est donc allée faire le point des activités au président du Faso, Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Le partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale porte une caravane de sensibilisation dans 9 pays de la sous-région, dont le Burkina est la locomotive. Après l'étape du Niger et du Burkina, caravaniers et partenaires techniques et financiers font un bilan partiel de leur tournée au président du Faso. Nous avons fait des visites de terrain, nous avons particulièrement visité des CSPS. Nous avons compris que l'information passe, mais comme j'ai dit tantôt, les pesanteurs sociologiques aussi restent et nous avons besoin d'impliquer plus les hommes. Après 72 heures d'activité, des plans d'action taraudent déjà l'esprit de l'équipe de Anne Thieba. C'est très important qu'on mette en place un système efficace de planning familial postpartum, qui veut dire que les mamans sortent de l'hôpital avec les bébés, mais aussi avec un plan de planning familial pour la suite. Pour l'épouse du Premier ministre, ambassadrice de bonne volonté pour le planning familial, la présidence du Faso est fortement impliquée dans la lutte. Merci.
Une autre problématique qui touche la gente féminine, c'est bien les mutilations génitales féminines. Une séance de travail sur les MGF a eu lieu ce lundi entre la présidente de l'ONG Women Peace Group et des acteurs de la société civile burkinabé. L'objectif de la concertation est d'accorder les violons en vue de venir à bout des MGF au Burkina Faso et dans le monde. La séance de travail a été présidée par l'épouse du chef de l'État. Le point avec Roger Kam et Aimé Solange Guigma. De cette rencontre, il ressort que le Burkina Faso, à l'instar des autres pays africains, reste toujours en proie à la pratique des mutilations génitales féminines, avec un taux de prévalence de 11% chez les enfants de 0 à 14 ans et de 66% chez les adultes. La pratique persiste sous différentes formes selon le comité interafricain. Le rabaissement de l'âge sur les nourrissons maintenant que la pratique se fait, la pratique transfrontalière et la clandestinité. Et nous avons constaté également qu'au niveau des sites d'orpaillage, la pratique persiste et même il y a une exploitation des organes féminins qui se font là-bas. D'où l'engagement de Nam Hee Kim, présidente de International Women Peace Group, ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain pour l'Asie, dans la lutte pour l'élimination des MGF dans le monde. Je suis sûr qu'avec l'engagement des pays comme le Burkina Faso et sa première dame, je suis convaincu que nous allons littéralement finir avec ces pratiques le plus tôt possible. C'est une bouffée d'oxygène puisque ça vient renforcer ce combat que nous menons ici en Afrique. Nous partons du fait qu'il y aura un partage d'expérience entre ce qui se fait en Asie au niveau de sa fondation et ce que nous également nous faisons ici. Pour le comité interafricain, l'unité d'action des deux ambassadrices de bonne volonté ouvre une nouvelle ère du combat contre toutes les poches de résistance qui perpétuent les pratiques traditionnelles néfastes à l'autre moitié du ciel. Autre point de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats des élections municipales partielles et complémentaires tenues hier dimanche au Burkina Faso. Les résultats provisoires donnent en tête le mouvement du peuple pour le progrès avec plus de 440 sièges remportés sur les 814 postes de conseillers. Quant au taux de participation, il est de 57% selon la CENI qui déplore aussi quelques irrégularités. Plus de précisions avec Jean-Eudes Bayala et Soubaviel David Dabiri. Les élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai dernier ont livré leur verdict ce matin. Sur les 814 postes de conseillers à pourvoir dans les 19 communes et arrondissements, le MPP remporte près de 440 sièges, suivi de l'UPC, du NTD et du CDP. Dans l'ensemble, la majorité présidentielle remporte 16 communes sur les 19. Des résultats encore provisoires et diversement appréciés par les représentants de partis. C'est dans l'arrondissement 4 qu'on a eu un bon score, qu'on a eu 9 conseillers. Alors qu'avant, on avait eu 7. Maintenant, on a eu 9. Je pense que c'est acceptable. En 2016, on avait 4 conseillers. Et cette fois-ci, nous avons 5 conseillers. En laminant totalement le MPP à l'arrondissement 4. Donc ça, c'est un réel motif de satisfaction. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste était présente dans 5 communes. Elle a eu des conseillers dans 2 communes, notamment dans celle de Karangasso-Bigué, où elle a eu 4 sièges de conseillers, et dans celle de Kantchari, où elle se présentait pour la première fois, elle a eu 26 postes de conseillers. Nous sommes toujours dans la majorité présidentielle et nous pensons que tous les partis qui sont dans cette majorité-là, nous allons les soutenir là où ils sont majoritaires pour obtenir les meilleurs. Ces résultats ouvrent la voie au contentieux électoral. Les partis et formations politiques qui ont pris part à ces élections ont 72 heures pour saisir le Conseil d'État sur d'éventuelles irrégularités. Mais d'ores et déjà, la CENI se satisfait du taux de participation nationale qui est de 57%, même si quelques irrégularités ont été constatées dans la commune d'Adamtenga. Et puis sachez que la proclamation des résultats provisoires de ces élections, que vous avez d'ailleurs suivi en direct sur la RTB, vous sera rediffusée en intégralité après le journal de 22h30.
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le poste de contrôle de Pétel-Kolé, situé à la frontière Niger-Burkina Faso, a subi une attaque. À la suite de cette attaque qui a fait 3 morts, le gouverneur de la région du Sahel s'est rendu sur les lieux en compagnie de son homologue du Niger. Les 2 hommes ont apporté leur soutien moral aux familles endeuillées. Yamba Nakoulma et Joseph Bambara. Le gouverneur de la région du Sahel, aux côtés de son homologue de Tillabéri au Niger. Ils sont ici au poste de contrôle de Pétel-Kolé en territoire nigérien. Poste qui a été victime d'une attaque d'individus non encore identifiés dans la nuit du samedi 27 mai. Malgré la mort de 3 personnes, dont 2 policiers nigériens, les autorités se disent déterminées à faire face à l'adversité. On sera debout de jour comme de nuit pour accompagner nos forces de défense et de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire ces bandits. Cette visite des lieux par le gouverneur de la région du Sahel lui a permis de constater les dégâts. Ce fut surtout l'occasion pour Pégé Hyacinthe Yoda d'exprimer la solidarité et la compassion du peuple burkinabé vis-à-vis du peuple ami et frère du Niger. Paix à l'âme de ceux qui sont décédés et transmettez au peuple nigérien, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, nos condoléances et que c'est debout que nous allons gagner. On ne va pas tomber. À Pétel-Kolé, les 2 gouverneurs ont appelé la population à davantage collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ils ont aussi réaffirmé leur volonté de continuer à travailler ensemble à travers des cadres comme le G5 Sahel et le C3 Sahel. Retour à Ouagadougou pour dire que ce 29 mai, le colonel-major Moïse Minougou a officiellement pris fonction à la tête du groupement central des armées. Il avait été nommé à ce poste de commandement en avril dernier. La cérémonie de son installation a eu lieu au camp Guillaume Ouedraogo, une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées. Le reportage de Gérard Sommet et Zoubaviel David Dabiri. Le colonel-major Moïse Minougou, désormais aux commandes du GCA, le groupement central des armées. Nommé en avril dernier par décret présidentiel, c'est ce matin qu'il prend officiellement fonction devant plusieurs personnalités, dont le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou. Il succède à ce poste au colonel-major Touessier. Cette installation intervient dans un contexte sécuritaire particulier au Burkina Faso. Et le nouveau dirigeant du groupement entend mettre les compétences du GCA au profit des forces armées nationales en vue de venir à bout de la menace terroriste. En tout cas, je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir, toute mon énergie pour mériter la confiance qu'on m'a donnée. Vous savez qu'un seul doigt ne peut pas ramasser la farine. Donc, avec l'aide de tous, nous pensons en tout cas que grâce au Tout-Puissant, nous allons essayer de réussir notre mission. Le colonel-major Moïse Minougou est un homme d'expérience. Il a occupé plusieurs postes importants au sein de l'armée burkinabé, dont le dernier en tant que chef d'état-major adjoint de l'armée de terre depuis mai 2016. L'actualité au ministère de la fonction publique, c'est bien les dépôts des dossiers de candidature au concours direct à session 2017. Ce lundi, le ministre Pegwende Clément Sawadogo s'est rendu dans 2 centres de dépôt des dossiers au niveau de Ouagadougou. Il a voulu s'imprégner des conditions de déroulement de l'opération et encourager les agents chargés de la réception des dossiers. Le reportage de Kostoun Koulibaly et Omar Zambri. Guichet de réception des concours directs du jury 1 ENAREF cycle C. Nous sommes au stade du 4 août. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale échange ici avec le président du jury 1 sur le déroulement des dépôts de dossiers. Un nouveau système de réception des dossiers a été introduit ce matin même. Cette année, nous avions voulu innover un peu en explorant un système de numéros d'ordre d'arrivée pour permettre de libérer les candidats pendant que leur dossier est en train d'être traité, qu'ils puissent peut-être aller faire autre chose, déposer ailleurs et revenir pour récupérer leur récépissé. Cette nouvelle trouvaille dernièrement introduite est diversement appréciée par les différents présidents de jury. Le système de tickets, bon, tout comme toute innovation, le début, ça crée des graissements dedans, mais au fur et à mesure, quand les candidats s'en approprient, ça va comme sur des roulettes. Quand ils donnent leur dossier, ils sont arrêtés, ils ne bougent pas, ils sont arrêtés et ils attendent. Donc ça fait que quelque part,
Ça nous ralentit un peu dans le travail. Pour le ministre en charge de la fonction publique qui a fait le tour de 2 centres de dépôt, à savoir le stade municipal et celui du 4 août, des enseignements seront tirés sur cette nouvelle pratique afin de mieux envisager les prochains concours. Cette année, 93 concours directs dans toutes les disciplines ont été ouverts avec plus de 10 000 postes à pourvoir. Des recrutements directs au titre des nouvelles mesures vont bientôt être lancés. Autre point de l'actualité, le gouvernement et le syndicat des agents du Trésor du Burkina sont parvenus à un accord. Cet accord intervient après de longues et âpres négociations entre les deux parties. Et cet accord qui a été signé cet après-midi par les deux parties met fin à plus d'1 mois de grève au Trésor public. Des précisions avec Salifou Belem et Pascal Kadi. Ils l'ont enfin signé, ce protocole d'accord. Et cette poignée de main marque la fin de plus d'1 mois de crise au Trésor public. Une situation qui avait paralysé les services et pénalisé de nombreux acteurs économiques. La satisfaction n'est pas totale du côté du syndicat, mais ils préfèrent mettre de l'eau dans leur vin et se contenter des réponses positives sur certains points de leur plateforme revendicative. Le relèvement dont on souhaitait, le gouvernement, pour le moment, a dit que pour des contraintes budgétaires, il ne peut pas accéder à cette requête. Et nous pensons que on peut les comprendre, pour ces raisons. Et donc pour cette question, nous avons essayé de dire que comme on ne peut pas satisfaire totalement à une plateforme et que l'organisation syndicale demeure et la lutte est permanente, en temps opportun, nous allons revenir sur ce point-là. Du côté du gouvernement, on se félicite de l'issue de cette crise qui n'a que trop duré. Selon Pègre Clémence Ouagadougou, les moyens de l'État ne lui permettent pas de satisfaire à toutes les revendications, mais il ferait de son mieux pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. C'est la victoire du dialogue social sur l'incompréhension. C'est la victoire de nous tous donc pour avancer ensemble vers l'avenir radieux de notre pays que nous allons construire tous ensemble, désormais dans un climat apaisé. Le secrétaire général du syndicat précise qu'il rendra compte à la base conformément aux principes de son syndicat, mais déjà il affirme que le travail reprendra au Trésor public. Et puis le regretté André Tsibiri, qui était d'ailleurs bien connu dans le milieu syndical et figure emblématique du mouvement estudiantin à la fin des années 90, a été inhumé ce lundi. Décédé mercredi dernier, il repose désormais au cimetière de Gounguin. André Tsibiri était également le président de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Le reportage de Siedi Lareyen et Aruna Mari. Ici, au cimetière municipal de Gounguin, repose désormais le docteur André Tsibiri. Né le 20 mars 1971 à Puy dans les Banwa, André aura marqué sa génération par son engagement sur le front de la lutte pour la liberté et la démocratie. Un combat de tous les instants depuis les bancs de l'université où son engagement le conduit à la tête de l'Union générale des étudiants du Burkina UGEB jusqu'à l'Organisation démocratique des jeunes ODJ. Dès les premières heures de la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, en décembre 1998, malgré ta relative jeunesse, tu as été au devant du mouvement Trop c'est trop, qui a conduit à la création du collectif. Ta clairvoyance, ton courage et ta combativité t'ont valu d'intégrer, au nom de l'UGEB, la direction du collectif, au sein de laquelle la pertinence de tes analyses ainsi que tes suggestions avisées séduisaient et subjuguaient même parfois tes vieux compagnons de lutte. Selon ses compagnons, camarades et parents, le docteur André laisse désormais un vide qu'il ne saurait combler. C'était vraiment un frère, un conseiller surtout, et quelqu'un qui est très patient. Malgré son âge qui est relativement jeune. Et donc, sa perte est vraiment un vide dans la famille, car le moindre problème qu'il y avait, on s'appelait rapidement et on trouvait en tout cas une issue.
Le docteur André Tibiri est parti en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants inconsolables. Voilà, que l'âme de André Tibiri repose en paix. Dans l'actualité également, le pastoralisme est au centre d'un colloque sous-régional qui se tient depuis le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Il est notamment question à ce colloque de la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Et ceux qui prennent part à cette rencontre mènent la réflexion dans le sens de trouver les stratégies pour éviter les conflits entre ces deux groupes d'acteurs du monde rural. Plus de précisions avec Karim Ilboudo, Sirik Milogo et Moumouni Ebarou. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont légion en Afrique. Conscient du danger, il est donc question pour le Burkina Faso de prévenir et minimiser l'impact de ces conflits. Acteurs, organisations fêtières d'éleveurs réfléchissent sur les voies et moyens pour relever les défis de l'intégration intercommunautaire et de l'insécurité dans l'espace CEDEAO. Actuellement, c'est la réduction des pâturages, c'est les couloirs bouchés, les couloirs de transhumance bouchés, c'est des conflits entre agriculteurs et éleveurs très récurrents et en tout cas beaucoup d'autres problèmes qui sont liés même aux éleveurs eux-mêmes, les problèmes d'éducation, de santé, de citoyenneté, vraiment pas mal de problèmes que en tout cas nous comptons en tout cas tout faire ici pour pouvoir trouver des solutions pertinentes. Cette initiative des associations Kawan et Waldefourbe est bien accueillie par les départements en charge de l'élevage. Les problèmes sont connus. Les solutions sont connues. Quelles sont les stratégies pour arriver à ces solutions? Et je pense que c'est ça qui sera la réflexion afin qu'à la sortie, nous puissions avoir une feuille de route. Venus du Bénin, Mali, Ghana, Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, les participants ont 2 jours pour échanger afin d'aboutir à des recommandations qui permettront à ce secteur d'être plus dynamique. Et la campagne agricole humide qui s'installe au Burkina Faso rime généralement avec l'utilisation intempestive des pesticides. On le sait, la mauvaise utilisation de ces produits chimiques présente de graves conséquences aussi bien sur l'homme, les animaux que sur l'environnement. La Commission nationale de contrôle des pesticides se donne pour ambition de venir à bout de ce phénomène. Elle aborde le sujet à sa 20e session ordinaire débutée le 26 mai dernier à Koudougou. Issa Kawidraogo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Les pesticides constituent un moyen pour accroître la productivité et la production nationale, foi du directeur général de la production végétale. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas utilisés de façon rationnelle et contrôlée, il y a danger pour la santé humaine, animale et même la préservation de l'environnement. Et les acteurs de l'administration publique et privée, dans le cadre de la 20e session ordinaire de la Commission nationale de contrôle des pesticides, mènent ensemble la réflexion à Koudougou pour assainir le domaine. La Commission nationale, avec l'appui des personnes de ressources, nous avons pu élaborer un projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale le 15 mai 2017. Et cette nouvelle loi a un caractère beaucoup plus répressif. Parce que nous sommes passés par l'information, nous sommes passés par la sensibilisation, nous avons des organes au niveau régional pour donc accompagner le processus de contrôle des pesticides. Mais nous pensons qu'au-delà justement de cette approche plus ou moins consensuelle, il faut aller à des mesures assez coercitives. Cette 20e session placée sous le thème « Quelle responsabilité de l'État pour une utilisation écologiquement rationnelle et sécurisée des pesticides » est une invite des structures administratives, des partenaires au développement et de tous les acteurs concernés pour une participation active et conséquente dans la gestion de tous les produits chimiques. Il est aussi question pour ces acteurs d'examiner et de valider le bilan de mise en œuvre du plan d'action 2016 et projeter l'avenir. On repart dans la région du Sahel où la société minière Essakane veut se doter d'une centrale solaire. Avec une puissance de 15 MW, elle sera couplée à la centrale thermique dont dispose déjà cette société. Les travaux de construction de cette centrale ont été lancés le samedi dernier en présence du ministre de l'Énergie. Le reportage de Marthe Ouedraogo et Seydou Douzan. Cet effectif, le ministre de l'Énergie donne ici la première pelletée de terre pour la construction de la centrale solaire d'Essakane SA. D'une puissance de 15 MW, cette centrale hybride va permettre à la mine de réduire sa consommation de carburant et aussi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une initiative saluée par le ministre Alpha Oumar Dissa
au regard des emplois que cela va générer au profit de la population. Cette centrale va permettre à Essakan de produire à moins de coûts. Ça, c'est important. Et deuxièmement, le directeur général de la Sonabel est là. La Sonabel a entamé des discussions avec Essakan SA pour que très rapidement nous puissions raccorder la ville de Dori à partir de Essakan. La construction de cette centrale solaire est la concrétisation d'un partenariat entre African Energy Management Platform, Iran Renewable Energy et Essakan SA. Et selon les responsables de la mine, elle sera la plus grande centrale hybride au monde. Il faut comprendre que nous avons un devoir de produire de façon à ce que la ressource qui n'est pas renouvelable soit faite de façon efficace et de prolonger la vie de la mine le plus longtemps possible pour sécuriser les nombreux emplois. Vous savez, il y a 2200 emplois permanents à Essakan. 95% sont burkinabés et c'est important non seulement pour la région du Sahel mais pour le Burkina Faso. C'est la compagnie Essakan Solar SAS qui sera chargée de l'exploitation de la centrale solaire. Elle vendra donc l'énergie à la mine pendant 15 ans au minimum. La mise en service de la centrale solaire est prévue à la fin de l'année 2017. Un mot de l'actualité à l'étranger. La Corée du Nord a effectué ce lundi un nouveau tir de missile balistique. Il s'agit du 3e tir nord-coréen en moins d'1 mois. Le missile de courte portée s'est abattu en mer du Japon, provoquant une condamnation unanime de la communauté internationale. Un énième tir nord-coréen, c'est la réponse du dirigeant Kim Jong-un aux menaces de sanctions renforcées du G7. Pyongyang a procédé hier à un tir de missile balistique, missile qui a parcouru près de 450 km en direction du Japon. Quant aux sanctions internationales, elles font l'objet de négociations entre Washington et Pékin, seul allié de Pyongyang. Le Premier ministre japonais exige pour sa part une réaction concrète avec son allié américain. Comme nous l'avons conclu lors du récent sommet du G7, le problème nord-coréen est une priorité de la communauté internationale, insiste Shinzo Abe. Pour maîtriser la Corée du Nord, nous prendrons des actions spécifiques avec les États-Unis. Samedi, à la fin du sommet à Taormina en Sicile, les dirigeants du G7 ont qualifié de menace grave le programme balistique nord-coréen. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de ce journal. Deux sujets sont à la une des quotidiens de ce lundi. Il s'agit des élections municipales partielles et complémentaires et la situation au trésor public. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Élections municipales partielles et complémentaires, l'ensemble des quotidiens rapportent un scrutin apaisé dans les différentes localités. Selon Aujourd'hui au Faso, affluence et discipline étaient au rendez-vous à Bekedo, et pas de coupoupe ou de hache à Karangasso-Vigué. Le taux de participation constituait l'enjeu de ces élections, à en croire l'observateur Palga, au regard d'une faible affluence des électeurs dans plusieurs bureaux de vote visités par le journal. La raison pourrait être tout simple, la population en a marre, elle est découragée des politiques, propos d'un citoyen rapporté par l'Obs. Et citoyen d'ajouter que passé les élections, une autre étape reste à franchir, la mise en place des bureaux des conseils municipaux, et il faut que les responsables des partis politiques travaillent à nous éviter la guéguerre de l'année dernière, que les intensifs fassent recours à la voie légale et que sanctions soient infligées aux éventuels fautifs. Vers un cessez-le-feu, titre l'observateur Palga à propos de la grève des agents du Trésor. Selon le journal, le syndicat et le gouvernement devaient signer un accord hier après-midi, mais jusqu'à tard dans la soirée, des tractations étaient toujours en cours entre les deux parties. Et selon Aujourd'hui au Faso, d'autres grèves se profilent à l'horizon. C'est le cas des agents des péages qui ont déjà émis leur préavis. Et la question des grèves à répétition s'invite à l'Assemblée nationale, où Salifou Diallo appelle le gouvernement à faire preuve de fermeté, nous indique le pays. Voilà, et je précise que concernant la grève au Trésor, la situation a évolué dans le bon sens. Le gouvernement et le syndicat des agents du Trésor du Burkina sont parvenus à un accord que les deux parties ont d'ailleurs signé cet après-midi. Une autre note triste de ce journal, la radiodiffusion télévision du Burkina pleure à nouveau la disparition d'un de ses agents. Joseph Nampade du service des programmes de la télévision est décédé hier des suites de maladie. Il a été inhumé ce lundi au cimetière de Toudoubouyego à Ouagadougou. Rasmani Zoundi et Omar Sombri.
Joseph Nabané repose désormais au cimetière de Tudumwego. Précédemment en service à la radiodiffusion télévision du Burkina, il s'en est allé ce dimanche 28 mai 2017 à Ouagadougou. Et c'est dans la tristesse que parents, amis et collègues l'ont accompagné à sa dernière demeure. Je n'ai jamais vu Jo Nabané faire la bagarre avec quelqu'un. Vraiment bon. Pour les services aussi, qu'on lui demandait, il le rendait comme il le fallait. J'ai travaillé près d'une vingtaine d'années avec Jo, mais je n'ai jamais appris que Jo a discuté avec quelqu'un par rapport au travail. Je n'ai jamais vu Jo en train de palabrer dans la cour de la RTV. Il est toujours au service de ses collègues, toujours calme. Un homme calme, sage. On a tracé beaucoup de choses ensemble. Il n'est plus là, il ne sait pas comment ça va se passer. Né le 30 décembre 1971 à Port-Boué, en République de Côte d'Ivoire, Joseph Nabané, Jo pour les intimes, a commencé à travailler à la RTB en 2006. Il est décédé de suite d'une longue maladie. Voilà, que l'âme de Joseph Nabané repose en paix, et c'est sur cette note triste que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la RTB.